Merci à la SFAR de me demander de traiter ce sujet des myocardites fulminantes. Puis merci à vous de votre présence pour cette dernière session de la SFAR. Donc les myocardites fulminantes. Alors je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec le sujet, en dehors d'un intérêt intellectuel. Alors déjà un peu de bibliométrie rapide pour vous montrer les difficultés de traiter le sujet. Donc les myocardites, c'est beaucoup de publications dans la littérature, d'accord. Maintenant, on va s'intéresser aux myocardites fulminantes. Déjà, on divise par 20 le nombre de publications. On prend ces publications, eh bien, il y en a plus de la moitié, voire les 2/3, qui sont soit des case reports, soit des revues de la littérature. Et dans ce qui reste, il y a probablement des séries de cas. Donc déjà, on est sur quelque chose d'un peu difficile en termes d'analyse, puisqu'on a des données scientifiques qui sont un peu plus parcellaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traiter le sujet, ça veut dire qu'il faut prendre parfois ce que je vais vous dire au vu de la littérature. Il y a un nom qu'on va voir beaucoup, c'est celui d'Enrico Meretti, qui est un ami, enfin pas un ami à moi, mais un ami de la spécialité, donc italien, donc en Lombardie, et donc qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Alors on va parler déjà de définition et d'épidémiologie. Alors une myocardite, c'est une inflammation. C'est une inflammation qui touche le myocarde, qui est soit localisé, soit qui est diffuse et qui peut également toucher le péricarde dans le cadre d'une myopéricardite. Et après, il y a les myocardites compliquées, c'est une myocardite avec une atteinte globalement de la fonction cardiaque qui peut s'exprimer de différentes façons, dont par des troubles du rythme menaçants. Et puis, il y a la fulminante qui nous intéresse. Et alors là, c'est une inflammation qui est globalement diffuse au myocarde et qui va conduire à la nécrose, à l'œdème cardiomyocytaire et qui est responsable du choc cardiogénique. Donc le maître mot pour la définition, c'est que c'est une myocardite avec un choc cardiogénique. Alors quand on regarde finalement les différentes sociétés qui sont intéressées à ce sujet, alors déjà on va remarquer plusieurs choses. La première, c'est qu'il n'y a finalement pas tant de choses que ça et que souvent c'est un paragraphe, voire un morceau de paragraphe au sein de recommandations plus larges, comme par exemple les dernières de l'European Society of Cardiology en 2021 sur l'insuffisance cardiaque aiguë et chronique. Donc vous voyez, on est finalement sur des morceaux de recommandations. Et quand on regarde un petit peu ce qui ressort depuis 2007 jusqu'à 2021, eh bien une myocardite, c'est aigu, c'est soudain. Ça intervient dans les 15 jours globalement. 15 jours, je pense, c'est un bon cut-off donc, par rapport au début de la pathologie. Et puis c'est sévère, puisque le mot choc cardiogénique il revient tout le temps. Et donc, dans la définition, il y a une part de traitement également, puisque il faut qu'il y ait une suppléance circulatoire ou donc l'utilisation d'inotropes. Et on va en parler après, la biopsie myocardique elle ressort dans beaucoup de ces recommandations en termes de support au diagnostic. Donc, aigu, sévère, suppléance circulatoire, inotrope, c'est les mots-clés. Alors, l'incidence, elle est extrêmement difficile à définir. Alors, il y avait cette très belle étude du Lancet en 2015 où on a regardé énormément de pathologies et leur incidence dans le monde. Eh bien, si on regarde globalement, l'onglet myocardite et cardiomyopathie, donc déjà, ce n'est pas que les myocardites, c'est 22 pour 100 000 habitants dans le monde. Quand vous allez au Bénin, j'ai pris le Bénin par hasard, il y a 1,1 pour 100 000. Quand vous regardez la France, il y a 13. Et les États-Unis, il y a 97. Alors ces différences, elles sont liées à plusieurs choses, au fait que le diagnostic il est difficile et qu'il requiert un plateau technique. Donc on peut supposer que dans des pays qui ont moins de revenus et un accès moindre à certains plateaux techniques, eh bien on fait moins le diagnostic. Et puis il y a aussi des caractères épidémiologiques. Vous allez en Amérique du Sud, vous avez parfois des pics épidémiologiques avec la maladie de Chagas, et vous pouvez l'avoir avec le Covid, comme ça nous est arrivé à tous dans le monde. Alors, il y a d'autres chiffres. Les chiffres, les myocardites, c'est globalement moins de 5% des insuffisances cardiaques, heureusement. C'est 3% des douleurs thoraciques aux urgences, néanmoins. Donc, c'est pas anodin. Et heureusement, c'est 3/4 de formes non compliquées. Et les myocardites fulminantes, c'est 8% des cas, ce qui est déjà pas mal. Sous couvert, évidemment, qu'on n'ait pas sous-estimé le diagnostic initial des myocardites, qui est difficile à établir. Quand on regarde le pronostic, eh bien, sur les myocardites fulminantes, si on regarde ce qui nous intéresse véritablement à 7 ans, donc à long terme, eh bien, les patients qui survivent ou qui n'ont pas eu de transplantation cardiaque, globalement, c'est la moitié. Mais la surmortalité, elle se fait essentiellement sur la première année, puisqu'on voit qu'à 60 jours, eh bien, on a 28% de patients qui sont décédés ou transplantés. Alors, comment on fait le diagnostic ?
Déjà, avant de parler de diagnostic, je pense que c'est important de parler d'étiologie, parce que l'étiologie, elle oriente, le diagnostic et l'étiologie sont forcément liés, et on a des orientations tellement, finalement, les étiologies sont variées. Il y a 3 grands cadres, infectieux, toxique et auto-immun. Alors l'infectieux, c'est essentiellement du viral, et sont les myocardites virales, c'est 75% globalement des myocardites tout confondus. Alors les virus principaux, c'est les adénovirus et les entérovirus. Le Coxsackie virus, il est particulièrement important puisque c'est un des rares qui a une capacité à détruire directement le cardiomyocyte. On va voir ça après. Il y a les virus respiratoires, la grippe et le SARS-CoV, le HHV6, le parvovirus B19 et plein d'autres. Il y a des parasites, maladie de Chagas que j'ai évoqué, le paludisme. Il y a des bactériens avec, par exemple, vous devez le savoir, je pense, ou en avoir déjà vu, des myocardites septiques à méningocoque, c'est assez fulminant, parfois à pneumocoque. Les toxiques, je ne vais pas tout vous faire, hein, mais donc cocaïne, morsure de serpent, alors pas trop chez nous, plutôt dans les endroits où il y a des serpents un peu plus toxiques, et encore que. Quelque chose qui est un peu en vogue, on a eu ça il n'y a pas longtemps, nous, les dopages en salle de sport, avec l'intoxication, avec des hormones, avec notamment des dérivés assez impropres de la testostérone. Et puis, quelque chose qui est important à connaître, qui sont les inhibiteurs des checkpoints immunitaires, qui sont les nouvelles thérapies du cancer. Il y a une petite slide là-dessus à la fin, parce que je pense que c'est important à connaître quand on est réanimateur. Et puis il y a les causes auto-immunes, donc connectivite, myocardite à cellules géantes et eosinophile, on va voir ça après. Alors la physiopathe, elle est extrêmement simple en fait. Donc on va prendre l'exemple du virus parce que c'est ça qu'on va rencontrer le plus. Dans les 5 premiers jours, le virus, il va finalement se retrouver dans le cœur ou pas loin. Et puis, alors soit comme le Coxsackie, il va venir abîmer le cardiomyocyte, on va le retrouver dedans, il va créer la réaction inflammatoire, soit le virus, comme notamment les adénovirus, il va venir activer les lymphocytes T qui eux-mêmes vont amplifier une réponse locale inflammatoire. Et tout ça, ça va créer de la nécrose. Et donc, c'est pas extraordinaire. Puis, dans les 5 à 15 jours, il y a, on ne sait pas pourquoi, une dérégulation avec une hyperinflammation, une hyperprolifération, donc là, de cellules lymphocytaires essentiellement, là où avant c'était du lymphocyte, mais aussi du monocyte. Et puis, à distance, la réaction anti-inflammatoire se fait heureusement, mais elle va se faire également avec l'afflux de fibroblastes et la production de collagène et de fibrose, ce qui peut expliquer que nos patients qui ont fait une myocardite quand elle est sévère, eh bien, ils peuvent avoir à 1 an, 2, 3, 4 ans, des vraies cardiomyopathies dilatées qui font le lit de l'insuffisance cardiaque. Donc la myocardite, ça peut être le mode d'entrée dans l'insuffisance cardiaque. Alors, le diagnostic, on le suspecte sur la clinique, évidemment. Vous pouvez avoir des prodromes viraux si votre patient il a fait un virus. 90% des patients ont une dyspnée, douleur thoracique un petit peu, syncope également, troubles digestifs, un peu de fièvre. Le CG, il est clairement aspécifique, mais il est rarement normal. Soit il y a un microvoltage, soit il y a une modification du ST, des troubles du rythme de la conduction. La tropo, ça c'est intéressant, elle est augmentée, pas forcément beaucoup, voire souvent pas beaucoup, mais elle est augmentée dans 99% des cas, et la CRP dans 80% des cas. Alors l'échographie, c'est intéressant juste pour vous dire qu'il y a une insuffisance cardiaque. Il n'y a pas de signe vraiment spécifique à l'échocardiographie. Là, c'était un patient donc, de cet été qui avait fait une intox effectivement donc, à des hormones. Vous voyez qu'il y a un thrombus apical à gauche qui montre finalement le fait qu'il y a de l'inflammation et une hypokinésie de la pointe. Et surtout, il y a une hypokinésie globale du VG et également du VD. Ce qui est un peu intéressant, c'est qu'il y a quand même une réaction péricardique avec un péricarde hyperéchogène. Et puis, il y a un aspect qui est hypertrophique, mais ce n'est pas de l'hypertrophie, c'est de l'œdème dans la paroi myocardique. Donc il y a un aspect œdémacié, mais ça vous ne pouvez pas le savoir, vous pouvez vous demander si le patient n'a juste pas une HVG. Alors, qu'est-ce qui fait mieux que l'écho, l'IRM. L'IRM, ça fait mieux que l'échographie, ça c'est sûr. Il y a un rendement qui est l'ordre de 80 à 87%, avec des pondérations en T2 qui vont montrer un temps de latence qui est augmenté, avec une hyperémie. Après gadolinium, on voit que le cœur il est très inflammatoire, donc il est très vascularisé, donc il y a un flash avec du gado qui arrive vite. Et puis à 10 minutes, souvent, il y a la persistance d'un rehaussement tardif sur les zones qui sont nécrotiques, parce que normalement, les cardiomyocytes, ils vont laver, ils vont flusher le produit de contraste, ce qui n'est pas le cas quand il y a de la nécrose. Donc quand il reste du gado à 10 minutes, c'est qu'il y a un problème. Donc là, c'est des images qui m'ont été prêtées par une cardiologue du CHU, qui montrent effectivement, c'est de la localisée là, mais qui montrent effectivement une absence de rehaussement, enfin la persistance d'un rehaussement tardif au gadolinium sur les coupes du milieu. Alors l'IRM c'est chouette, mais moi personnellement j'ai un peu de mal à amener un patient qui est très instable à l'IRM ou qui a une ECMO encore moins. Là c'est la radiologue en général qui me renvoie chez moi.
Donc l'IRM, c'est difficile. Donc est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, la biopsie endomyocardique, ça c'est bien. Donc on passe par un abord jugulaire par exemple, c'est le plus simple, mais pas que. Et puis on va aller chercher des morceaux de muscle, d'abord dans le ventricule droit, parce que c'est quand même moins invasif que dans le ventricule gauche. Et on va faire différents marquages classiques d'anapathe, de l'HES. On peut éliminer d'autres diagnostics comme l'amylose ou le fer avec des colorations de bleu de Prusse ou de rouge Congo. De l'immunomarquage lymphocytaire et macrophagique pour aller un peu plus loin. Et puis, on peut faire également de la recherche directe de pathogènes, de virus ou de bactéries. Alors, par exemple, là, c'est pareil, c'est une image donc, qui m'a été prêtée par quelqu'un d'Anapathe de Rouen. Donc, on voit un infiltrat lymphocytaire chez un jeune patient. Donc, c'est ce qui est très, très, très bleu. Et puis, vous voyez, le rose vif, c'est du cardiomyocyte qui vit. Et puis, le rose pâle, c'est de la nécrose. Donc, ça, c'est vraiment une myocardite. On ne sait pas à quoi, mais c'est une myocardite lymphocytaire, ce qui va un peu nous aiguiller. Il y a d'autres types de myocardites au niveau anapathe. Il y a la cellule géante, vous voyez, avec des couronnes de cellules. Ça, c'est pathognomonique. Ça peut être confondu avec la sarcoïdose, mais avec un œil entraîné, de l'habitude, on peut faire la différence. Et puis, il y a les myocardites à éosinophiles qui ont une couleur différente. Voilà, ça, c'est les 3 grands types anapathes. Et je vais revenir après, c'est important. Alors, la biopsie de myocardique, c'est quoi les indications? C'est des myocardites globalement fulminantes ou compliquées, avec des arythmies, des BAV de haut degré qui ne peuvent pas aller à l'IRM. À mon sens, c'est ça la bonne position. La spécificité, elle est excellente. Attention, la sensibilité est parfois mauvaise. Il ne faut pas hésiter à renouveler au besoin et voire parfois passer sur le cœur gauche, qui n'est pas exempt de complications néanmoins. Il faut des centres experts, des anapathes experts, une bonne communication. Et actuellement, c'est très très peu utilisé. Aux États-Unis, je pense qu'on ne fait pas mieux en Europe, il y a seulement 3% des myocardites qui en bénéficient. Alors, c'est quoi les complications? Déjà, les complications elles dépendent des centres et de l'expertise. À gauche, vous avez une cohorte, si je me souviens bien, qui était à New York, 850 biopsies pour l'insuffisance cardiaque, et il y avait 109 de ces biopsies qui étaient faites pour des diagnostics inconnus avec des débuts de moins de 2 semaines, pour lesquels on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une myocardite? Eh bien, la biopsie, elle a quand même permis d'avoir un diagnostic dans presque 40% des cas, et la plupart du temps, c'était une myocardite. Donc, c'est vraiment très, très informatif quand on l'a. Et surtout, ça a permis dans 30% des cas de modifier la stratégie thérapeutique. Donc, il y a un intérêt. Il y a des complications dans ce centre expert, 2% avec notamment des perforations donc du ventricule droit et potentiellement, même si ce n'est pas relaté dans l'article, des tamponnades. À droite, on est sur un centre moins expert et qui montre que là, il y a plus de complications puisqu'on est à presque 8% de complications cardiaques et d'autres types de complications. Donc, finalement, les complications, elles dépendent beaucoup de l'expertise, mais aussi de l'indication. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui est très instable, dans cette étude, il y avait plus de complications. Si vous avez une néoplasie cardiaque également, ce qui heureusement est rare. Mais donc, il faut connaître les complications avant de proposer ça et surtout avoir quelqu'un qui sait le faire. Alors, quand on regarde l'anapathe, eh bien, quand on regarde finalement l'anapathe, elle permet de nous répondre quand même dans un certain nombre de cas. Là, c'est des données qui m'ont été prêtées par Mathieu Schmitt à la Pitié sur des données non publiées mais en cours de reviewing. Et donc, on voit dans cette étude sur 400 patients qui avaient des ECMO pour des myocardites fulminantes, c'est quand même une énorme cohorte. Eh bien, il y avait quand même 34% des patients pour lesquels on n'avait pas le diagnostic et le viral, c'était 42% des cas. Donc là, dans le cadre de la fulminante et pas la myocardite standard. Quand on regarde l'anapathe, c'est 70% de lymphocytaires, 11% de cellules géantes et 11% des eosinophiles. Et quand on regarde la survie, eh bien, la survie de cette cohorte-là, on était autour de 70% pour tous les types anapathes, sauf pour les cellules géantes, on était à 25%. Donc c'est une maladie extrêmement grave. C'est 5 à 10% des myocardites fulminantes. La mortalité elle dépend des séries, mais elle peut aller jusqu'à 85% des cas. Et dans 20% des cas, vous avez une association avec une autre pathologie auto-immune, type thyroïdite, par exemple. La FEVG, elle est très altérée et très longtemps. Donc, il faut vraiment suivre ces patients. Et il y a souvent un recours à la greffe. Et attention, quand il n'y a pas de traitement, notamment corticoïdes, eh bien, il y a une récidive possible sur le greffon. Donc, il faut vraiment suivre ces patients. Et s'ils ne sont pas greffés, ils sont à risque de trouble du rythme. Donc, on doit discuter un traitement antiarythmique, voire un pacemaker prophylactique. C'est une maladie extrêmement grave, la myocardite. C'est pour ça que la biopsie peut être intéressante quand on trouve cette pathologie-là. Alors, je vais parler un peu de Covid, parce que ça faisait longtemps qu'on n'ait pas parlé de Covid. Et puis surtout, il y a beaucoup de choses qui traînent là-dessus. Donc là, c'est une cohorte toujours d'Enrico Amirati, mais internationale. 57 000 patients Covid qui sont hospitalisés, qui montrent une prévalence de 4,1 pour 1000 hospitalisations de la myocardite. Donc 4,1 myocardites sur 1000 Covid hospitalisés. Et finalement, il n'y avait pas de pneumopathie associée dans 57% des cas.
mais par contre, il y a des formes fulminantes dans presque 40% des cas. La mortalité était de l'ordre de 6%. Et quand on regarde, finalement, la mortalité elle était surtout liée au fait d'avoir une pneumopathie Covid, puisque les patients qui avaient une myocardite sans pneumopathie, ils ne sont pas morts, en bas à droite, alors que ceux qui ont eu une pneumopathie associée, ils avaient 15% de mortalité. Donc en gros, c'est plus la pneumopathie qui est dangereuse dans le Covid que la myocardite. Alors maintenant, on va regarder l'autre versant en disant, bah oui, alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut vraiment se vacciner puisque le vaccin, il donne des myocardites. Alors moi, j'ai voulu essayer de tordre un peu le cou à ce qui se disait là-dessus. Et donc cette étude, je la trouve magnifique. Elle est publiée dans Lancet Respiratory Medicine en 2022. Ils ont regardé des millions, des milliards de doses, des quantités absolument faramineuses. Et donc ils ont comparé un peu ça avec d'autres vaccins. Et on se rend compte que finalement, le Covid-19, eh bien, c'est 3 cas de myocardite pour 100 000 doses administrées, là où la variole, c'est 13 et la grippe, c'est 0,3. Donc finalement, ça donne un peu plus de myocardite que la grippe, ça en donne moins que la variole et globalement moins que les vaccins non Covid tout court. Alors, quand vous avez un vaccin avec un vaccin mRNA, ça donne un peu plus de myocardite. Le Moderna peut-être un peu plus que le Pfizer. Et c'est surtout lors de la deuxième dose chez les sujets masculins de moins de 30 ans qui ont le système immunitaire qui est le plus actif, on va dire. Donc voilà, mais donc ça existe, mais c'est assez faible. Alors l'autre cas que je voulais voir avec vous, parce que c'est important je pense de le connaître, parce que ça va arriver, voire c'est déjà arrivé dans nos réanimations, c'est le cas des inhibiteurs de checkpoint. Donc les inhibiteurs de checkpoint, ce sont effectivement souvent des anticorps qui vont venir masquer certains récepteurs qu'il y a sur les cellules lymphocytaires et sur les cellules cancéreuses, et donc ces récepteurs de base, ils permettent l'échappement immunitaire des tumeurs. Donc quand vous inhibez ces récepteurs, eh bien, la cellule tumorale est moins à même d'échapper au système immunitaire et on déclenche une réaction immunitaire. Le problème, c'est que déclencher une réaction immunitaire contre la cellule, c'est bien, mais on n'est pas si précis que ça. Ça peut aussi déclencher de l'immunité contre la thyroïde, contre le cerveau, contre l'intestin et évidemment le cœur. Et donc ces myocardites à inhibiteur de checkpoint, c'est 1,14% des patients traités dans cette cohorte nord-américaine. Et ça commence, et c'est là où le paradigme est différent d'avec les autres myocardites aigus, ça commence 34 jours en médiane après le traitement. Donc il faut s'en méfier longtemps. Un patient qui a été traité, on va dire dans les derniers 6 mois, derniers 3 mois, par un IKI, eh bien il faut y penser. Et donc c'est d'autant plus vrai qu'on a une combinaison d'IKI. Alors je vais passer au traitement, parce que c'est quand même important de savoir les traiter. Est-ce qu'il y a un traitement spécifique? Alors déjà, avant de parler de traitement spécifique, on va parler de traitement tout court. Il n'y a pas de différence pour la prise en charge globale et initiale donc d'un patient qui a une myocardite versus un patient qui a un choc cardiogénique standard. On traite la myocardite fulminante pareil, avec les recommandations sur du choc cardiogénique, des amines ou d'autres inotropes, des diurétiques s'il y a besoin, la ventilation mécanique, un support circulatoire, donc une suppléance circulatoire type ECMO-véno-artérielle qui me paraît peut-être plus adapté qu'une Impella par exemple, parce qu'on est souvent quand même biventriculaire, mais ça c'est l'évaluation du centre expert qui doit le faire. Et donc l'ECMO, oui, ça marche très bien, mais finalement c'est comme un choc cardiogénique. La survie, elle est probablement peut-être un peu meilleure quand même que les ECMO pour les autres chocs cardiogéniques. Puisqu'on est plutôt autour de 65% de survie. Là, on a autour de 50% pour le tout venant. C'est quand même assez souvent utilisé dans la fulminante. Et puis, l'indication de l'ECMO, elle suit finalement les recommandations habituelles sur les chocs cardiogéniques de la classification SKY, donc E et D, voire C, donc des patients qui globalement hypoperfusent et ont besoin d'une escalade thérapeutique avec des doses fortes ou en combinaison d'inotropes. Alors l'ECMO, c'est de plus en plus utilisé et la mortalité, elle baisse un peu avec le temps, puisque là, en 2020, on s'est stabilisé autour de 30% de mortalité des patients qui avaient une myocardite fulminante sous ECMO, versus plutôt 50% en 2011, mais c'est probablement lié plutôt à l'amélioration de la gestion des ECMO qu'autre chose. Les facteurs de risque de mortalité, c'est finalement pas très spécifique, c'est l'âge, le poids, c'est le fait d'avoir un arrêt cardiaque, un sepsis, un pH bas, rien de très exotique. Alors est-ce que la recommandation, elle nous aide sur le traitement spécifique ? Pas tellement. Donc le SC en 2021 nous dit que globalement, quand on a une étiologie auto-immune, notamment à cellules géantes, voire vascularite ou sarcoïdose, il faut mettre une immunosuppression pendant 6 à 12 mois. Et puis après, c'est plutôt sur la prise en charge chronique avec un suivi à 4 ans des patients, pas d'activité intense au début, et puis on traite l'insuffisance cardiaque. Alors il y a cette étude en 95, et j'en ai presque terminé, donc qui a comparé quand même la méthylprédnisolone à des doses
de globalement 1 mg kg, 1,25 pour être précis, plus ou moins un autre immunosuppresseur type azatioprine ou cyclosporine. Et ils ont comparé entre deux groupes, non-contrôle versus traitement. Le problème, c'est qu'ils ont commencé le traitement entre 2 et 52 semaines après le début de la myocardite, là où finalement le processus de fibrose il a déjà commencé. Et les résultats sont négatifs, mais on n'est pas spécialement étonné parce que l'immunité elle a déjà fait son travail délétère, si ce travail délétère existe vraiment. Il y a 2 essais en cours. Il y a l'essai Aramis qui vise à regarder l'inhibiteur, donc anakinra, qui est un inhibiteur de l'IL-1, et donc ça c'est dirigé donc, par la pitié, et donc dans le cas des myocardites compliqués. Et puis après, il y a toujours pareil, Enrico Amirati, donc à Milan, qui lui vise à regarder le prénisolone à 1 gramme 3 fois par jour sur la myocardite soit très sévère, soit fulminante. Donc on attend ces résultats-là. Et donc ça c'est quasiment ma dernière diapo. Donc sur la myocardite fulminante ou compliquée, eh bien ce qu'on peut proposer, c'est une proposition, ce n'est certainement pas une recommandation, on n'a pas assez de données pour ça. Eh bien on peut proposer en première intention de la médicprésolone à 1 gramme par jour ou 10 mg par kilo pendant 3 jours, puis 1 mg par kilo par jour. Et on traite dans lymphocytaire la pathologie auto-immune. En deuxième ligne, on peut mettre des immunoglobulines ou de la plasmaphérèse. Pour les cellules géantes, on peut proposer des thymoglobulines en plus ou du CD52, mais il faut être agressif parce que c'est une maladie qui elle-même est très agressive. Et puis pour les IKI, il faut arrêter les IKI. Et puis il y a les traitements un peu plus spécifiques comme l'abatacept ou d'autres. Donc si je devais conclure, je dirais que la myocardite fulminante, c'est une maladie qui a une mortalité qui est élevée, qui est majoritairement virale. Il faut envisager la biopsie afin d'adapter le traitement et le suivi. Et puis il faut discuter une dose d'attaque en corticostéroïdes et surtout être en lien avec les spécialistes donc, au sein de vos institutions, notamment les internistes pour tout ce qui est pathologie un peu plus rare que l'on connaît. Je vous remercie.